Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage dans l'infiniment numérique. Aujourd'hui, on s'attarde sur un composant essentiel de votre ordinateur. Sans celui-ci, vous auriez eu le temps d'aller vous faire un petit café avant que vos données aient eu le temps de finir de charger, puisque cet élément permet à votre machine de booster la vitesse des calculs et de vous permettre de réaliser vos tâches de manière quasi instantanée. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de la RAM. La RAM, ou Random Access Memory, et non, je ne parle pas du dernier album des Daft Punk quand je prononce ce nom, allez quand même écouter, c'est trop de la balle, mais bel et bien de la mémoire à accès aléatoire qui permet à votre ordinateur d'effectuer des milliards de tâches par seconde. Mais avant qu'on ait ces barrettes bourrées de technologie, nos prédécesseurs utilisaient plusieurs procédés pour créer de la mémoire. Avant l'apparition de la RAM telle qu'on la connaît aujourd'hui, on utilisait des relais, des compteurs mécaniques, ou encore des tubes de Williams, et par la suite avec des transistors. L'association de ces éléments permettait de stocker temporairement de l'information pour effectuer divers calculs. Ce n'est qu'à partir des années 1970, avec l'invention des circuits intégrés, que l'on va connaître une vraie révolution. Avant de rentrer dans le détail, je dois vous expliquer brièvement à quoi peut bien servir ce composant électronique. La RAM est une mémoire vive dite volatile, c'est-à-dire qu'elle ne retient de l'information que lorsque celle-ci est alimentée par de l'électricité, contrairement à la ROM, appelée aussi mémoire morte, qui elle permet de stocker des informations de manière permanente même sans l'apport d'énergie électrique. Pour les quelques-uns qui se poseraient cette question, quel est donc l'intérêt d'utiliser une mémoire qui perd toutes ses données après coupure de courant ? Eh bien, l'intérêt premier de la RAM est de pouvoir effectuer des calculs de manière quasi instantanée. En effet, une information stockée dans un disque dur n'est accessible par le processeur que sur un laps de temps de quelques centaines de millisecondes, ce qui ressemble à peu près à ça. Attendez, je le refais au cas où vous auriez cligné des yeux. Vous trouvez que c'est rapide ? Eh bien maintenant, regardez le temps de traitement d'une information avec une RAM. Comment ça, vous n'avez rien vu passer ? Mais si, regardez bien, je vous le remets. Toujours rien aperçu ? Eh bien c'est tout à fait normal, puisque l'information d'une RAM est accessible par le processeur en seulement quelques nanosecondes. Un clignement d'œil ne dure environ que 0,3 secondes, une information contenue dans la RAM est accessible 50 millions de fois plus rapidement qu'un clignement d'œil humain. En d'autres termes, avec la RAM, vous pouvez traiter 50 millions d'informations là où vous n'aurez pu récupérer qu'une seule information avec un disque dur. Voilà tout l'intérêt de la RAM, comme vous l'aurez compris. Il existe cependant deux grands types de mémoire vive, la SRAM ou la DRAM. Chacune de ces deux types de RAM a son intérêt et son inconvénient. La SRAM est moins énergivore et beaucoup plus rapide, mais elle est beaucoup plus onéreuse et permet de contenir moins de données. Tandis que la DRAM est moins coûteuse et permet de stocker plus d'informations. Par contre, elle consomme plus d'énergie et est beaucoup moins rapide. Commençons par étudier plus en profondeur la SRAM, et pour ça, on va plonger au plus profond de la matière. Voici un bit de données. Pour créer de la SRAM, on utilise de la logique séquentielle grâce à des bascules. C'est-à-dire qu'on prend en compte la valeur de la sortie pour changer l'état de notre système et qui permet ainsi de mémoriser l'état de notre circuit logique. Un ordinateur ne comprenant que deux états possibles, les valeurs possibles d'un bit de données sont égales à 0 qui ne laisse pas passer de courant ou 1 qui signifie qu'il y a un courant électrique. Pour créer un bit de données dans une SRAM, on associe 6 transistors à effet de champ. Les transistors 1 et 3 sont des PMOS, tandis que les 4 autres sont de type NMOS. Ici nous avons l'arrivée du courant VCC et en dessous la masse. Les 4 transistors au centre forment la composante mémoire, tandis que les transistors 5 et 6 vont servir à lire l'état de notre bit, ou d'en modifier son contenu. L'association d'un transistor NMOS avec un PMOS forme une porte inversée. Du coup, la composante mémoire est formée de deux portes inversées dont les entrées et sorties sont interconnectées. On peut simplifier notre schéma comme ceci.
Nous appellerons cette portion la partie data, et l'autre data bar pour son inverse. Si l'une vaut 1, alors l'autre vaudra forcément 0 vu que la NOT gate va inverser le courant à sa sortie. À la sortie du transistor 5 et 6, nous avons deux bitlines, qu'on va nommer BL et BL bar, qui vont nous servir à lire l'état de notre bit de données grâce à un amplificateur opérationnel qui va déterminer l'état de sortie de l'amplificateur en fonction des états des deux bitlines en entrée. Et tout en haut, nous avons une word line. Je symbolise ici l'état 1 avec un trait rouge et l'état 0 en laissant les traits en blanc. Je reviendrai tout à l'heure sur un module qui permet de précharger les bitlines, mais pour l'explication, je ne vais pas la prendre en compte. Lorsque la word line est à 0, les transistors 5 et 6 ne sont pas allumés et isolent la composante mémoire des bitlines en ouvrant le circuit. Lorsque je passe un courant électrique dans la word line, les transistors 5 et 6 s'allument et connectent la composante mémoire aux deux bitlines en fermant le circuit. Du coup, les sections data et data bar sont connectées aux bitlines et l'amplificateur va comparer les deux entrées. Si BL est supérieur à BL bar, alors on aura en sortie 1. Si BL est inférieur à BL bar, alors on aura 0 en sortie. Pour l'exemple, je vais considérer que l'état de ma mémoire est la suivante. Data est égal à 1 et data bar est égal à 0. Du coup, bitline est égal à 1 et bitline bar est égal à 0. Et donc, étant donné que BL est supérieur à BL bar, alors mon bit sera lu comme ayant en valeur 1. Pour avoir une valeur de sortie de l'amplificateur égale à 0, il faut que l'état de ma mémoire soit inversé, et que data soit égal à 0 et mon data bar soit égal à 1. Ainsi, BL est inférieur à BL bar et mon bit sera lu comme une valeur égale à 0. Voilà comment la SRAM lit les données. Maintenant, on va voir comment changer la valeur de notre composante mémoire. Il existe un module qui permet d'alimenter ou non les bitlines, et qu'on appelle le write driver. Vous allez comprendre pourquoi ce module est important. Pour l'exemple, on va considérer que mon bit est à 0. Du coup, data est égal à 0 et data bar est égal à 1. Le but va être d'écrire la valeur 1 dans notre bit. Voici la première étape. Pour modifier la valeur de mon bit et le passer à 1, je dois injecter du courant dans BL grâce au module write driver. Du coup, mon BL est égal à 1 et mon BL bar est égal à 0. La dernière étape est de faire passer du courant dans la word line. Tant que word line n'est pas égal à 1, mes transistors 5 et 6 ne sont pas allumés, et donc la composante mémoire est isolée et garde son état. Ce n'est que lorsque la word line passe à 1 que les transistors 5 et 6 vont s'allumer et vont ainsi connecter les bitlines à la composante mémoire. Du coup, mon data qui était initialement à l'état 0 passe à l'état 1 et par effet d'inversion grâce à la NOT gate, mon data bar va prendre la valeur 0. Puis, lorsque la word line reprendra sa valeur 0, la composante mémoire sera isolée et gardera ainsi son nouvel état de mémoire. J'ai donc désormais écrit mon bit à la valeur 1. C'est comme ça que nous pouvons changer l'état de notre mémoire. Pour refaire passer mon bit à la valeur 0, il suffit que BL bar soit égal à 1 et que mon BL vaut 0, et lorsque ma word line passera à 1, ma mémoire va de nouveau s'inverser. Je vous montre ici un schéma regroupant l'ensemble de la SRAM. Il y a divers modules dont chacun possède sa propre fonction, comme le module de précharge ou encore le module write driver que nous avons vu avant, mais aussi un module d'adresse de décodage pour les colonnes et les lignes, pour indiquer à quel bit nous voulons soit lire, soit écrire du contenu. Je ne rentrerai pas dans les détails sur toutes les fonctions de chaque module, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. C'est ainsi que fonctionne notre mémoire SRAM. Il s'agit donc d'une mémoire dite statique, puisque notre composante mémoire garde son état tant qu'on ne la modifie pas. L'avantage de cette mémoire est qu'elle est ultra rapide. Du coup, elle est utilisée pour accéder à des données très rapidement. On retrouve cette mémoire dans les circuits intégrés des cartes Arduino ou dans le processeur en tant que mémoire cache. Cela permet au processeur d'accéder très rapidement aux données dont il se sert le plus souvent. Si les données recherchées par le processeur ne sont pas disponibles dans la mémoire cache, il va aller farfouiller dans l'autre type de RAM que vous connaissez tous et qui est la DRAM. Plongeons désormais à l'intérieur de cette mémoire. Vous allez constater qu'elle est beaucoup plus simple. La grosse différence par rapport à la SRAM est que nous avons seulement deux composants pour un bit de données, à savoir un transistor et un condensateur.
On constate donc que le gain d'espace est très notable, puisqu'au lieu d'avoir 6 composants, nous n'en avons désormais plus que 2. C'est pour cette raison que nous pouvons stocker plus de données dans une DRAM. L'état de notre bit va être défini par la charge du condensateur. Si celui-ci est chargé, alors le bit prend la valeur 1, et s'il ne contient aucune charge, alors nous avons notre bit à la valeur 0. Le souci avec cette mémoire est que le condensateur se décharge au bout d'un certain temps, qui est de l'ordre de la milliseconde. Ce temps est géré par un compteur qui se charge de le faire. Du coup, pour maintenir l'état de notre bit à 1, nous devons rafraîchir en permanence la charge de notre condensateur. Voilà pourquoi on l'appelle mémoire dynamique, comparé à la SRAM qui, elle, n'a besoin d'aucun rafraîchissement pour garder l'état de ses bits de données. Pour l'écriture dans le bit, nous avons le même procédé que pour la SRAM, mais en beaucoup plus simplifié. Pour que le bit prenne la valeur 1, le write driver va charger la bitline à 1. Ensuite, la wordline va passer à l'état 1, ce qui va allumer le transistor pour connecter le condensateur à la bitline et va par conséquent charger le condensateur. Si l'on veut que le bit reprenne une valeur initiale égale à 0, il suffit tout simplement de laisser le condensateur se décharger de lui-même. On va maintenant passer à la phase de lecture. Comme pour la SRAM, un module précharge les bitlines. L'avantage de précharger avant de lire ou d'écrire du contenu permet de réduire le coût énergétique du processus. C'est pour cela qu'on utilise ce module, qui précharge les bitlines à environ 0,5 volts, puisqu'il faut une tension équivalente entre les deux bitlines pour créer un équilibre potentiel, et cela demande beaucoup moins d'énergie de passer de 0,5 à 1 volt, plutôt que de passer de 0 à 1 volt. Pour la lecture de notre bit, nous avons à nouveau un amplificateur opérationnel, puis lorsque nous alimentons notre wordline, le condensateur se connecte à la bitline. Si le condensateur est chargé, la bitline où il est relié va se charger jusqu'à 1 volt, tandis que l'autre bitline va se décharger jusqu'à 0 volt. En effet, si le condensateur est chargé, la tension de BL plus celui du condensateur est légèrement augmentée, ce qui crée une différence de potentiel entre les deux bitlines, ce qui va faire baisser la tension sur l'autre BL, et par effet de cascade, la bitline va finir par atteindre une tension de 1 volt, tandis que l'autre finira à 0 volt. La différence de potentiel va permettre à l'amplificateur de créer une valeur en sortie qui sera égale à 1 pour le cas présent. Le rafraîchissement du condensateur se fera juste après la lecture afin de faire garder son état au bit. Si le bit vaut 0, la tension de la BL baisse légèrement et c'est l'effet inverse qui se produit. La BL reliée au condensateur tend vers 0, tandis que l'autre BL se charge jusqu'à 1 volt. Et par conséquent, notre amplificateur sortira une valeur égale à 0. Sur la globalité de la DRAM, la disposition est ainsi la même que pour la SRAM. Sauf qu'ici, nous pouvons inclure beaucoup plus de composants et donc plus de données. Maintenant, la question est de savoir comment la RAM choisit la cellule mémoire dans laquelle elle décide d'écrire ou de lire le bit qu'elle contient. C'est ce que nous allons étudier maintenant. J'ai regroupé le multiplexeur de lecture et d'écriture en un seul pour simplifier mon schéma. Une disposition assez courante d'un tableau de cellules mémoire est de 1024 colonnes avec 16 384 lignes pour un total de plus de 16,7 millions de cellules mémoire, chacune capable de stocker un bit de données. Ces nombres ne sont pas choisis aléatoirement, comme vous allez le comprendre dans quelques instants. Pour l'explication, je vais réduire mon nombre de cellules à un tableau de 8 lignes par 8 colonnes, ce qui me fait un total de 64 cellules mémoire. Pourquoi avoir choisi ce nombre de cellules ? Parce que nous calculons l'espace mémoire en puissance de 2. Vu que nous avons 8 lignes et 8 colonnes, alors il nous faut 3 chiffres binaires pour dénombrer toutes nos lignes et colonnes, car 111 en binaire donne le chiffre 7. Et étant donné que nous commençons toujours à l'adresse 0, nous avons bien nos 8 lignes et colonnes de chaque. Vous comprenez maintenant pourquoi une disposition typique de 1024 colonnes par 16 384 lignes est utilisée, puisque 2 puissance 10 est égal à 1024 et 2 puissance 14 est égal à 16 384. Ce qui signifie qu'il nous faut 10 chiffres binaires pour gérer les colonnes et 14 pour les lignes. La gestion de la sélection se fait grâce à des bus, qui sont directement injectés dans le décodeur de lignes et le multiplexeur, soit 10 bus pour le multiplexeur et 14 pour le décodeur. Revenons maintenant à mon tableau de 8 par 8. J'ai dit qu'il me fallait 3 chiffres binaires pour pouvoir sélectionner 8 colonnes et lignes. Du coup, il me faut 3 bus pour le décodeur et le multiplexeur.
Ces bus sortent par un buffer d'adresses de lignes et de colonnes qui sont des mémoires tampons pour retenir l'état de notre combinaison binaire entre deux processus. Ces bus sont gérés par un module de timing et de contrôle, et qui va envoyer la combinaison dans les adresses de lignes et de colonnes tout en gérant le timing d'envoi des données. L'entrée RAS bar gère l'activation pour la ligne, le CAS bar pour la colonne et le WE bar pour l'écriture ou la lecture. Je vous explique en détail comment le processus se déroule. Dans un premier temps, nous allons détailler le processus de lecture d'une cellule mémoire. Nous allons décider de lire celle-ci, qui est située à l'adresse 2 pour la ligne et 6 pour la colonne. Du coup, nous allons avoir les combinaisons binaires suivantes, à savoir 010 pour la ligne et 110 pour la colonne. La RAM va d'abord sélectionner la ligne à lire et la combinaison binaire est envoyée dans le module. Tant que le RAS est égal à 1, celui-ci bloque l'accès au décodeur de ligne. Puis lorsque le RAS passe à 0, le module autorise l'accès jusqu'au décodeur. Ma ligne est désormais sélectionnée. Ensuite, mon adresse attribue la combinaison binaire pour le multiplexeur et le CAS passe à 0 pour autoriser l'accès de celui-ci. Grâce au buffer, mes données sont temporairement mémorisées, ce qui fait que je peux accéder en même temps à ma ligne et à ma colonne qui ont été sélectionnées. J'ai donc désormais accès à ma cellule mémoire, et par le processus de lecture que nous avons étudié il y a quelques minutes, je peux récupérer la valeur de mon bit qui ici est égale à 1, et celle-ci transite à travers le bus de données en direction du processeur. Pour la remise à 0 de mes lignes et colonnes, mon RAS et mon CAS passent à l'état 1 et coupent ainsi la liaison avec le décodeur et le multiplexeur, puis nous pouvons désormais recommencer le cycle. Passons maintenant à la phase d'écriture. Le processus sera exactement le même, à l'exception que WE, qui était dans l'état 1 pour le processus de lecture, va désormais passer à l'état 0 pour autoriser l'écriture dans la cellule mémoire qu'on aura choisie. J'ai donc dans un premier temps l'adresse pour ma ligne qui va être injectée dans le décodeur, puis ce n'est qu'ensuite que mon WE passe à 0. Il ne me reste plus qu'à envoyer la combinaison binaire dans le multiplexeur pour accéder à ma cellule mémoire. Une fois que j'y ai accès, je peux modifier sa valeur pour la passer à l'état 1, puis le cycle peut à nouveau recommencer. Un tableau permet donc de sortir une valeur parmi les millions de cellules mémoire qui sont présentes. Du coup, pour lire un octet qui contient 8 bits de données, on doit multiplier ce tableau par 8. Chaque tableau possède son propre décodeur et multiplexeur, mais chacun d'entre eux est alimenté par la même adresse. Ce qui fait que nous avons la même adresse de ligne et de colonne pour les 8 tableaux. Du coup, pour chacun d'entre eux, nous accédons à la même adresse et récupérons la valeur de chacun des bits de données contenus dans chaque tableau pour en faire un octet de données. Le résultat de chaque bit transite le long d'un bus de données qui sera renvoyé au processeur et qui traitera l'information pour effectuer ses calculs. Ces 8 tableaux regroupés ensemble forment ce qu'on appelle une banque de données. Ces banques sont regroupées en 4, 8 ou 16 paquets pour former une puce sur la barrette de RAM. Il existe un décodeur de banque pour sélectionner celle dans laquelle nous voulons récupérer de l'information. Puis enfin, nous incorporons ces 8 puces sur une barrette pour former notre RAM finale. Cette barrette est plus précisément appelée DIMM. Je reviendrai sur ce terme un peu plus tard. C'est cette même barrette de RAM que vous mettez sur un slot qui lui est dédié sur la carte mère. La connexion entre vos slots de RAM et le processeur se fait par des bus qui connectent les deux composants entre eux et qui vont travailler ensemble. La DRAM a subi plusieurs modifications au cours de son histoire, comme la SDRAM, la RDRAM, pour arriver au final à la DDR-SDRAM, ou plus généralement on parle de DDR, qui est sûrement celle que vous connaissez tous. La grosse évolution par rapport à la première génération de DRAM est qu'on est passé d'une mémoire asynchrone à une mémoire synchrone, qui va permettre d'accélérer le traitement des données. En d'autres termes, nous avons calé le temps de travail de la RAM avec l'horloge interne du processeur pour la faire réagir aux signaux d'entrée du CPU. Ce processus est appelé le pipelining. Une autre grosse avancée avec la DDR est qu'on envoie désormais le double de quantité de données à chaque cycle d'horloge, que ce soit sur un front montant ou descendant, alors qu'avant, on ne le faisait que sur les fronts montants. Cela permet de doubler la quantité de données et donc de doubler la vitesse de travail de l'ordinateur. C'est pour ça qu'on l'appelle DDR, pour Double Data Rate. La DDR s'est déclinée en plusieurs évolutions pour arriver jusqu'à la DDR5. La seule différence entre la DDR1, 2, 3, 4 et 5 est l'augmentation de la vitesse de la RAM qu'on catégorise aussi en termes de fréquence de travail, et de l'élargissement de la bande passante, c'est-à-dire le nombre de données transférées chaque seconde. Vous comprendrez que plus ces chiffres sont élevés, et plus la vitesse de travail de la RAM sera grande. Regardons d'un peu plus près les caractéristiques que vous pouvez trouver sur une barrette de RAM.
Par exemple, DDR4 2700 MHz CL15. Ici, nous avons affaire à une RAM de type DDR4. Le 2700 est la fréquence de votre RAM qui est exprimée en MHz. Pour avoir la bande passante, on multiplie cette fréquence par 8, ce qui nous donne ici une bande passante de 21 600 mégaoctets par seconde ou 21,6 gigaoctets par seconde. Il faut cependant faire attention, car cette fréquence est l'addition de la fréquence d'écriture et de lecture de votre RAM. Ce qui signifie qu'en réalité, il faut diviser la fréquence par 2 pour avoir la véritable fréquence d'écriture et de lecture qui est ici de 1350 MHz. Le CL est la casse latency. Le CL détermine le temps en nombre de cycles d'horloge pour effectuer une opération. Si on rentre dans le détail, la casse latency est reliée à la RS qui correspond à l'adresse mémoire ainsi qu'au délai que le circuit prend pour envoyer le contenu sur le bus de données qui est de quelques nanosecondes. Et oui, il s'agit bien du même RAS et CAS qu'on a vu il y a quelques instants quand on a étudié le processus de sélection de l'adresse dans la RAM. Vous aurez compris que plus le CL est élevé, et plus le temps de traitement de l'information sera lent. Voici un tableau qui montre l'efficacité d'une RAM en fonction de la fréquence et de la casse latency. On constate par exemple qu'une RAM fonctionnant à 2133 MHz avec un CL égal à 12 sera aussi performante qu'une RAM fonctionnant à 3000 MHz avec un casse latency égal à 17. Du coup, les deux paramètres sont à prendre en compte quand on achète sa RAM. Chose importante également à savoir, votre RAM est bridée de base à une fréquence en dessous de sa fréquence maximale de travail. Pour libérer votre RAM à son plein potentiel, il faut aller dans le BIOS de la carte mère et overclocker votre RAM en modifiant des paramètres. Je ne m'attarderai pas ici sur ce point, il existe des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment le faire. Une autre caractéristique importante d'une RAM est son espace mémoire, qui varie de 4 à 32 Go. L'importance de cet espace est relative à l'utilisation de votre ordinateur. Pour de la bureautique, une RAM de 4 Go sera le minimum, mais 8 Go est plus conseillé. Pour du jeu vidéo, une RAM de 8 voire 16 Go est à prévoir. Pour des choses plus gourmandes, comme du montage vidéo, de la modélisation ou autres logiciels qui demandent de la puissance de calcul, une RAM de 32 Go est conseillée. Au-delà de 32 Go, c'est surtout pour le confort d'avoir toute la RAM nécessaire à sa disposition sans problème de ralentissement quelconque. Du coup, pas besoin de dépenser une somme astronomique dans une RAM de 64 Go de données pour faire de la simple bureautique. Votre porte-monnaie vous remerciera de ce conseil. Une autre caractéristique intéressante est le dual channel. Sur votre carte mère, vous avez 4 slots de barrettes de RAM. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez 2 canaux mémoire qui transitent du processeur jusqu'à vos slots de RAM. Du coup, d'un côté, vous avez le canal A et de l'autre côté, le canal B. Et bien, pour utiliser le dual channel, il faut placer 2 barrettes de RAM sur chaque canal. C'est-à-dire que vos barrettes doivent être séparées d'au moins un slot mémoire entre deux. Lorsque vous placez 2 barrettes de RAM sur un slot en dual channel, les performances sont plus intéressantes qu'une simple barrette placée seule sur un slot. En effet, le fait de combiner vos 2 barrettes de RAM en dual channel permet à votre processeur de lire des données dans une des 2 barrettes et de pouvoir en même temps écrire des informations sur la deuxième barrette, ce qui rend votre ordinateur plus rapide. Il faut que je vous parle d'une caractéristique assez méconnue de la RAM et qu'on appelle le rank. Il faut distinguer le single rank et le dual rank. Pour faire très simple, en single rank, c'est comme si votre RAM était un gros bloc, ou si l'on veut récupérer 2 informations, il nous faut d'abord récupérer la première, puis ce n'est qu'ensuite que le processeur peut avoir accès à la deuxième. En dual rank, c'est comme si on avait divisé notre bloc en 2. Du coup, les informations qui sont dans les 2 blocs distincts peuvent être récupérées et traitées en même temps. Cette différence permet d'augmenter les gains de performance de votre ordinateur. La plupart des barrettes qui sont vendues fonctionnent en single rank, car elles coûtent moins cher. Pour avoir une configuration en dual rank, on a 2 solutions. Soit placer 2 barrettes en dual rank sur 2 slots en dual channel, soit disposer 4 barrettes de RAM en single rank. Par exemple, 2 barrettes de 16 Go en single rank donnera 32 Go en mémoire disponible, mais ne disposera pas d'une configuration en dual rank. Par contre, 4 barrettes de 8 Go en single rank donnera également 32 Go en mémoire disponible, mais cette fois-ci, nous aurons une configuration en dual rank, et nous aurons une amélioration des performances de l'ordinateur. Pour faire simple, ici, c'est comme si nous avions placé 2 barrettes de 16 Go en dual rank, alors qu'au final, nous avons simplement placé 4 barrettes de 8 Go en single rank. L'information n'est pas toujours indiquée sur les fiches techniques des caractéristiques, mais si elle est présente, elle est représentée par cette annotation, où un R signifie single rank et 2 R dual rank.
Du coup, il est important de se renseigner sur internet pour parfois avoir à disposition les informations sur cette caractéristique. Je reviens sur une caractéristique que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir le format DIMM. Aujourd'hui, nos barrettes sont sous ce format. C'est-à-dire que nous avons les contacts électriques séparés par les deux faces du connecteur, contrairement au format SIM qui possède des contacts identiques sur les deux faces du connecteur de la barrette. L'avantage du format DIMM est qu'elles ont un chemin de données de 64 bits par cycle d'horloge et par conséquent est plus performant qu'un SIM qui elle en contenait 32. Une autre chose importante à noter, il faut regarder les caractéristiques de votre carte mère, car celle-ci, en fonction de ses performances, ne peut pas accueillir toutes les barrettes de RAM. Si par exemple vous placez une RAM qui fonctionne à 4000 MHz et que votre carte mère ne peut supporter qu'une fréquence de 3000 MHz, alors la carte mère gérera cette fréquence et votre RAM sera bridée à 3000 MHz. Il est aussi important de savoir que lorsque vous placez deux barrettes de RAM différentes, la barrette la moins performante est privilégiée par rapport à l'autre. C'est pour cette raison que les barrettes sont vendues par paire, car on aime mettre les mêmes RAM avec les mêmes performances pour un rendu optimal. Les caractéristiques que je viens de vous évoquer sont visibles sur le gestionnaire des tâches de votre ordinateur. Ici, on constate que j'ai utilisé une RAM de 8 Go sur un seul slot de RAM, au format DIMM, cadencé à 2400 MHz, et que mes applications prennent une certaine place dans la mémoire. Du moment que je ne remplis pas la totalité de ma mémoire RAM, mon ordinateur fonctionnera de manière fluide. Par contre, si ma RAM n'est pas capable de fournir les performances demandées par manque de place dans ma mémoire, mon ordinateur va commencer à ramer et à devenir moins performant. Pour une analyse complète de votre système, je vous conseille le logiciel CPU-Z qui permet de voir toutes les caractéristiques de votre RAM. Et oui, j'en ai qu'une seule d'installer sur ma carte mère, ne me demandez pas pourquoi j'en ai pris qu'une seule quand j'ai monté mon PC à l'époque, même moi je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait ce choix. On constate que j'ai placé ma barrette sur le slot numéro 3. Il s'agit bien d'une barrette de type DDR4 qui fonctionne à une fréquence de 1200 MHz pour le processus d'écriture et de lecture, que le cache latency est égal à 16 et qu'il y a 8 Go en mémoire. Et je peux constater qu'il s'agit d'une barrette qui fonctionne en dual ranks. On peut apercevoir tout en bas que la barrette de RAM fonctionne à une tension de 1,2 V, et on voit qu'il s'agit d'une RAM de la marque Crucial. Il existe d'autres types de RAM, comme la GDDR SDRAM, qui utilise tout simplement la technologie d'une DDR, mais spécialisée pour l'utilisation d'une carte graphique. La GDDR6 est la dernière en date, et la PlayStation 5 contient de la GDDR6 pour le rendu graphique de ses jeux. Les dernières générations de cartes graphiques de la série des RTX de chez Nvidia contiennent de la GDDR6, voire même de la GDDR6X pour la RTX 3080 et 3090. Cette GDDR6 est capable d'assumer la charge colossale des calculs demandés pour utiliser le fameux ray tracing, où la machine doit calculer en temps réel la trajectoire des rayons lumineux qui sont reflétés sur des objets qui ne sont pas présents dans le champ de vision du joueur, ce qui demande une énorme puissance de calcul que cette RAM est capable de fournir. Pour terminer, il existe aussi la ECC. Cette RAM est utilisée dans des serveurs qui ne demandent aucune erreur dans les calculs, comme les serveurs de la bourse, les données médicaux, les données gouvernementaux, etc. Elle détecte si les données ont été correctement traitées par le module mémoire et effectue une correction si nécessaire. On la différencie par ces 9 puces disposées sur la barrette par rapport aux autres qui n'en contiennent que 8. Il existe d'autres types de RAM que je n'évoquerai pas ici car nous avons exploré les plus utilisés. Eh bien je pense que nous avons réalisé un grand tour d'horizon sur ce composant absolument essentiel qu'est la RAM. Je vous avoue qu'avant d'écrire cette vidéo, je ne pensais pas que le sujet serait aussi vaste et passionnant. Plus je m'aventurais dans la compréhension de cette technologie, et plus je me rendais compte de sa complexité et de l'ingéniosité des personnes qui ont conçu cette merveille de technologie. Je suis conscient que la vidéo est très dense en informations, mais je voulais vous faire découvrir les mécanismes incroyables jusqu'au cœur de la matière, afin que vous compreniez réellement comment elle fonctionne. Voilà qui se termine enfin cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à laisser un commentaire si vous avez des questions au cas où il resterait des zones d'ombre que je n'ai pas éclaircies. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. A bientôt pour un nouveau voyage dans l'infiniment numérique.